Bonsoir à tous, vous êtes sur Camdis Télévision, madame, monsieur, l'émission c'est The Guest, nous sommes bel et bien le samedi. Lorsqu'il est donc 21h, rejoignez-nous sur notre antenne et bien à partir de notre page Facebook également, l'émission passe en direct. La page de la présidentielle a été tournée, le président de la République a prêté serment devant le peuple, serment reçu à l'Assemblée nationale par le chef de chambre Kavaï Yéguié Djibril. Les jeunes sont au cœur des préoccupations du président de la République pour ce nouveau septennat, des jeunes comme des femmes. Et pour ce qui est des jeunes, nous aurons donc le plaisir ce soir de recevoir sur ce plateau un homme politique, sénateur suppléant Expédie Bingono qui nous rend visite ce soir. Vous aurez également la possibilité de réagir à partir de nos pages Facebook. The Guest sur cette antenne, voici l'émission. Voilà, il nous rend donc visite ce soir. Expédie Bingono est un homme politique, surtout sénateur suppléant dans la région du centre. Il est originaire du département de la Mefouya-Famba. Bonsoir et bienvenue sur The Guest. Bonsoir Hippolyte. Tout l'honneur est pour moi d'être sur ce plateau. Alors, comment va la Mefouya-Famba ce soir? La Mefouya-Famba se porte bien. La Mefouya-Famba et puis le marathon électoral des régionales. Des régionales. Je rappelle que plusieurs meetings se déroulent depuis ce samedi sur le terrain et vont se poursuivre demain sur l'ensemble du territoire national. Nous reviendrons sur le déploiement du département de la Mefouya-Famba sous la conduite de votre patron politique du département, le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tankana. Alors, Expédie Bingono, bienvenue donc sur ce plateau. Je rappelle que c'est votre première fois de participer à l'émission, d'être reçu à l'émission The Guest sur Camdis Télévision. Oui, c'est vraiment ma première fois et j'espère ne pas vous décevoir et aussi tous vos aimables vous téléspectateurs. Merci. D'accord, merci d'être donc des nôtres sur ce plateau. On va faire entrer un peu le curseur pour revoir ce qui s'est passé durant la présidentielle. Comment cette échéance électorale s'est déroulée dans le département de la Mefouya-Famba. Je rappelle que votre fief est davantage de la ville de Fou. L'élection présidentielle dans la Mefouya-Famba, je dirais que suivant la supervision de son guide, le départemental, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, ce travail a commencé depuis 3 ans, mais nous avons monté en volume au fur et à mesure. Et lorsque la campagne, le processus a été véritablement lancé, il a organisé ces élections, cette campagne suivant les prescriptions de la circulaire signée du président de la République. C'est ainsi que non seulement nous avons eu des campagnes de détournement de la commission départementale qui a fait la tournée dans toutes les différentes commissions communales. Nous avons aussi eu les campagnes au niveau de chaque commission communale. Et après, c'est au niveau des commissions communales qui étaient organisées autour soit des présidents de section, soit des maires ou des personnalités désignées. Ça nous a conduit dans les campagnes au niveau des comités, au niveau des villages, suivant les prescriptions de campagnes de proximité. Dans la méthode du porte-à-porte. Dans la méthode du porte-à-porte. C'est ce qui a donné ce bon résultat que nous avons obtenu aujourd'hui dans la Mefouya-Famba. Vous avez eu quel pourcentage dans la Mefouya-Famba? Le pourcentage de la Mefouya-Famba, cela ne se chiffre pas beaucoup plus en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, nous sommes à plus de 73%. Mais en termes de volume, de nombre de voix apportées dans la cagnotte globale. Oui, justement, parce qu'il y a des pourcentages où nous avons 5 électeurs et que les 5 qui ont donné leurs 5 voix, ça fait 100%. Ah, voilà. Et vous, c'est en termes de chiffres. En termes de chiffres, je dirais qu'au niveau national, la Mefouya-Famba se positionne à la 6e place, 6e département en termes de voix. Du nombre d'électeurs. Alors, vous avez parcouru les 8 commissions communales que compte la Mefouya-Famba. Je rappelle que la Mefouya-Famba a Hawaï, à Fanloum et Djendouane, et ce, en Fou, soit
vous avez au Languina et également. Vous avez parcouru toutes ces localités. Je rappelle que vous, particulièrement, vous étiez membre de la commission, d'abord au niveau de la commission centrale, la sous-commission intendance. Oui, j'étais membre de la sous-commission intendance. La sous-commission intendance, c'est-à-dire que de la coordination nationale. Et en même temps, j'étais aussi membre de la commission départementale et vice-président de la commission communale. Vous voyez qu'on était départagés et à tous les niveaux. Et puis pour un bon politicien, il faut aussi aller défendre la base parce que la véritable campagne, avant d'arriver là-bas, ce qui importe, c'est aussi de voir qu'est-ce que je fais pour le village. Oui. Donc au même moment, sans être membre à part entière de la commission des comités de village, il a fallu que j'aille aussi battre campagne jusqu'à de plus profond dans le village. Donc c'était vraiment un travail. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup, certains comme moi, sont encore un peu exténués, parce que c'était un très grand marathon, très exténué. Lorsque, à la fin du processus, il y a victoire, on oublie toutes ces fatigues, toutes ces douleurs. D'accord. Quel était le message reçu, quel était l'accueil de ce côté quand on sait qu'il y a émergence de nouvelles forces politiques, il y a des jeunes qui sont arrivés en politique, l'honorable Capra Libi avec le PCRN, Serge Espoir Matomba avec le Peuple Uni pour la Rénovation Sociale de PURS, il y a eu le SDF, ni John Fundi, on a vu le Front des démocrates camerounais avec Samuel Hiram et Yodi. Également, on a vu le PAL, le Parti de l'Alliance libérale, porté par Atekise Takakston. Ces jeunes-là avaient également pour ambition de sillonner l'ensemble du pays. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de faire face à la résistance, de dire ces localités où on pouvait retrouver des jeunes qui étaient acquis à la cause d'autres formations politiques? Bien évidemment, puisque la liberté d'appartenir à un parti politique est consacrée par les textes légaux du Cameroun. La loi 90 d'association. Exactement. Mais ce qui était important ici, c'était de convaincre ces jeunes, surtout ceux de nos coins les plus reculés, de leur présenter que si pour moi, l'espoir est encore permis, ça veut dire que même pour eux aussi, c'est cet espoir-là peut porter demain. Mais si vous leur dites l'espoir est permis, ils vous diront que, attendez, monsieur Expédie Bingono, vous venez de Yaoundé, vous êtes en costume, vous avez de belles chaussures qui brillent, nous sommes dans nos cacaoyères. Quelle est la trajectoire qui permet d'embrasser le mot l'espoir est permis? Non, la différence avec tous ces jeunes, surtout ceux de la Mofafamba, et d'ailleurs où je fréquente, c'est que je n'ai jamais coupé le cordon ombilical entre la ville et mon lieu de naissance ou mon village. Nous avons toujours fréquenté ensemble. Nous avons d'abord fait, avant d'aller à la ville, nous avons fait presque les bains ensemble. Et puis chacun a choisi sa trajectoire. Moi, j'ai continué ma carrière au niveau de la ville. Certains d'entre eux sont toujours restés soit en fou, soit au village. Et chaque fois que nous nous retrouvons, ce sont des moments de retrouvailles. Nous avons grandi ensemble. Il n'y a pas une très grande différence. Donc rien qu'à travers ces liens-là, il y a déjà un premier point de contact qui peut permettre que lorsque vous apportez un message qui est convaincant, et voyant tous les efforts que vous menez depuis des années, ils sont plus aptes à vous comprendre et à vous suivre. D'accord. Vous avez parlé de plus de 73%, mais c'est vrai que vous vous basez également beaucoup plus sur les chiffres, c'est-à-dire que le nombre d'électeurs, oui, pas le pourcentage, parce que comme on l'a rappelé ici, vous pouvez être vainqueur d'une élection, être déclaré avoir obtenu 100% quand vous avez eu 5 voix et que toutes les 5 voix ont eu bel et bien à voter. Aujourd'hui, que représente le président Paul Biya, le président du Rassemblement, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le département de la Meufou-Afamba, pour les jeunes de la Meufou-Afamba? Je dirais que les jeunes de la Meufou-Afamba ont mouillé le maillot, si je peux parler en termes comme les jeunes parlent aussi posément. Oui. Et pour cela, ils sont véritablement à féliciter. Parce qu'il faut se le dire, la Meufou-Afamba étant proche de Yaoundé, commence déjà aussi à se... On dit souvent chez nous que le Mfundi s'est déversé dans la Meufou-Afamba. Oui. Ça veut dire que les réalités multisociologiques
qui trouble un peu le jeu politique au niveau du Fundi, commence à se faire ressentir dans la Mova Famba, qui est de plus en plus urbanisée avec les villes comme Soua, Mfou, Nkola Famba. Donc, qui se rapproche du Grand Yaoundé. Qui se rapproche du Grand Yaoundé. Alors, pour nous, les jeunes veulent désormais être beaucoup de plus en plus convaincus. Notre langage doit désormais être convaincant, concret et concis. C'est ce qui nous réclame le plus. Et je crois que progressivement, nous allons vers cette voie-là. Et que représente le président Paul Biya pour la Mefouya Famba, davantage pour les jeunes de votre département? C'est leur boussole. Ça se passe comment là-bas? Nous, dans la Mova Famba, je dirais que depuis les jeunes ont un pacte avec le président parce que ces jeunes, je dirais que la Mova Famba est la porte d'entrée et de sortie du président, puisque le président sort à 99% par la Mova Famba. À partir de l'aéroport international, de Simalène. Et ces moments de joie, ces moments d'allégresse, les jeunes de la Mova l'ont toujours partagé avec le président. Je crois que c'est ces liens-là qui les marquent le plus. C'est que je dirais que, bon, c'est qui et ce dont ils avaient espoir jusqu'à 2010, que celui qui a cheminé avec vous pendant tant d'années, ils savent qu'un jour, le président se tournera véritablement vers eux et leur donnera la récompense qu'ils méritent, comme en tant qu'ami, en tant que père, en tant que frère, avec qui il a cheminé depuis près de 43 ans. Mais la première récompense, déjà, c'est l'obtention sur son territoire, sur votre territoire, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, à l'époque qui était à la base aérienne 101. Oui, on dit que celui qui reçoit en demande toujours. La Mova va continuer à toujours demander. Celui qui remercie en redemande. Exactement. D'accord. Alors, on va poursuivre cet entretien. Que représente le rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Mefouya Famba? On a essayé d'interroger certains jeunes d'autres localités qui font savoir que votre parti est devenu comme une église dans leur localité. Ça veut dire qu'ils sont nés RDPcistes, ils sont catholiques ou d'aucuns protestants, ça dépend des localités, et ils supportent le président Paul Biya. Est-ce que c'est le cas pour la Mefouya Famba? Il n'y a pas une autre option là-bas? Nous ne disons pas qu'il n'y a pas une autre option dans la Mova Famba, mais je dirais que à 90%, la Mova Famba est une terre sacrée du RDPC. Là, il n'y a pas d'autre calcul. D'accord. Il y a une autre échéance électorale qui a démarré et dont la campagne a été lancée, je pense, ce jour, qui va s'achever le 29 novembre prochain pour l'élection prévue le 30 novembre. Il s'agit des élections régionales, des élections parce qu'il s'agit de deux collèges électoraux, le collège des délégués, le collège des délégués de département qui sont élus par des conseillers municipaux et le collège de représentants du commandement traditionnel. Voilà, ces deux collèges-là. Comment comment préparez-vous cette élection du côté de la Mefouya Famba? Est-ce que vous avez eu à tenir déjà des rencontres de concertation, des rencontres avec les conseillers municipaux de la Mefouya Famba? Je rappelle que toutes les 9 communes de la Mefouya Famba sont acquises au RDPC. Est-ce que vous avez tenu des rencontres avec les représentants du commandement traditionnel? Et aujourd'hui, les meetings ont démarré. Quelle est l'actualité relative dans la Mefouya Famba? Aujourd'hui, monsieur le ministre du Commerce, délégué départemental du RDPC dans la Mova Famba, sur la délégation permanente, sur la délégation permanente, a tenu une réunion conformément aux prescriptions du comité central pour le lancement de cette énième activité électorale. Bien que au niveau des conseillers régionaux issus de l'élection des conseillers municipaux,
nous soyons à 100% majoritaires. Mais il n'a pas dérogé à cette activité de campagne-là pour que le jour de l'élection, il ne manque pas une seule voix au niveau du département de la Mauritanie. Le suspense ici relève peut-être au niveau du commandement traditionnel où nous avons deux listes. Il y a une liste blanche et une liste rouge. C'est à ce niveau-là que... Quelle est la différence entre la liste blanche et la liste rouge? Voilà. La liste blanche est conduite par Majesté Assogo, il est en binôme avec Majesté ici, alors que la liste rouge est conduite par Majesté Ngamanga. Donc, et là, ça ne regarde plus le parti. Là, ça ne regarde plus le parti. Donc, c'est un peu ça la réalité au niveau... Mais, donc, pour le RDP, il n'y a pas de suspense. Le seul suspense reste de du moment où vous contrôlez tous les conseillers municipaux des 8 communes, c'est tout bénéf pour vous de ce côté-là. Est-ce que, concernant les délégués de département, il y a eu des revendications venant de jeunes également qui souhaitaient intégrer des listes? C'est vrai qu'on a vu de nouvelles têtes qui ont fait leur entrée au sein de ces conseils régionaux, du moins qui feront leur entrée, mais qui sont déjà dans des listes retenues par votre parti. Est-ce qu'il y a eu des revendications des jeunes qui ont dit, le président a dit, c'est le septennat des jeunes, eh bien, si nous démarrons également par les conseils régionaux, il faudrait que les jeunes fassent partie justement de cette échéance. Au niveau de la constitution même des listes dans la Mauritanie, cela reflète déjà la pensée du président, la mise en place. Vous allez voir là-bas, nous avons deux jeunes dames, Marie-Jeanne Zanga et l'autre dame ici. Marie-Jeanne Zanga, oui. Oui. Et sur conseiller, si vous avez déjà deux jeunes là, c'est que c'est tout bénéfice pour la jeunesse au niveau. D'accord. Merci pour ces précisions concernant le département de la Mefouya-Famba qui prépare donc justement cette échéance électorale. Je rappelle que le vote est prévu le 30 novembre prochain. On va repartir du côté de la régie. On va prendre une transition, ma trajectoire, et venir sur ce plateau pour poursuivre l'entretien. Alors, le président de la République, le président Paul Biya, a prêté serment il y a quelques jours seulement, c'était le 6 novembre dernier, du côté de l'Assemblée nationale. Vous l'avez accompagné durant cette échéance électorale, vous avez battu le macadam, vous avez même percé des pistes qui n'existaient plus dans la Mefouya-Famba pour tenter de convaincre les plus indécis. Vous avez mouillé le maillot à travers ces opérations de charme. Alors, comment avez-vous vécu la prestation de serment le 6 novembre dernier du côté de l'Assemblée nationale, vous en tant que jeune? En tant que jeune, c'était le soulagement total. C'est vrai que la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, c'était déjà le oui, c'est vrai, je vais m'excuser dessus parce que c'est une étape importante. On vous a vu justement en fou le jour de la proclamation des résultats. Vous avez organisé à la place des fêtes d'un fou toute une rencontre de visionnage. C'est ça, c'est bel et bien ça. Oui, nous avons organisé une rencontre de visionnage, nous les jeunes d'un fou, regroupés autour du maire et d'autres jeunes comme Marie-Jeanne et tout le reste. Nous avons fait ce jour-là, comme c'était le grand jour, comme on dit, le jour des résultats. Oui. C'était une séance de revisionnage de la proclamation des résultats mondiaux vision. Après ces grands résultats, ça s'en est suivi une très grande festivité. Je crois que c'est ce jour-là que le processus électoral était terminé pour nous. La prestation de ce serment, c'était simplement l'apothéose, comme on dit, la concrétisation papier, c'est ce que nous avons vécu le jour de la proclamation. D'accord. Comme on dit généralement, après le travail,
il y a ce que d'aucuns appellent la récompense. Est-ce que vous avez organisé une cérémonie de récompense pour remercier ces militants, davantage les jeunes, pour parler d'eux? Nous ne cesserons de remercier les jeunes chaque occasion qui se présente. C'est pourquoi ce jour même de proclamation des résultats pour nous, c'était bien une occasion de leur dire merci. Et le jour de la prestation de serment, le maire aussi et le groupe de jeunes avec le reste a aussi organisé encore d'autres festivités pour continuer à leur dire merci. Et le reste de merci, et cela viendra à court terme par les différentes actions que notre Père, le Président de la République, mettra en place. D'accord. Le président, dans son discours à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, justement, a dit mettre les jeunes et les femmes au cœur de ses préoccupations pour ce qui est de ce nouveau septennat qui va démarrer. Alors, s'il vous était demandé de parler au nom des jeunes, que diriez-vous au président de la République pour ce qui est de cette prise de décision en priorité? Je n'aurais pas très grande chose à dire parce que les problèmes des jeunes sont connus et le président reçoit des notes et des rapports à propos depuis des lustres. Oui. Et la dernière élection présidentielle, au vu du taux de participation et du score que vous avez reçu, avait dit que les problèmes des jeunes se posent de plus en plus avec acuité. Celui de représentativité au sein des différentes instances de gouvernance, de décision, celui de représentativité au sein des différentes institutions de financement de leurs projets, ouais. Celui de représentativité dans l'accompagnement ou dans la création des structures pouvant résorber le chômage, celui même de la transformation de la structuration de formation qui puisse faire en sorte que le jeune formé, sa formation soit adaptée au monde professionnel. Donc, ces différentes pistes sont multidimensionnelles. Je crois que les équipes techniques qui sont tant au niveau du gouvernement que le président ont déjà fait apporter des esquisses. Maintenant, il s'agit de mieux... il s'agit de les actualiser. Oui. Parce que vous savez, avec les nouvelles technologies, les choses vont beaucoup plus vite. Et maintenant, apporter des solutions concrètes à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ces solutions-là doivent être quantifiables. Alors, c'est un mot bateau, hein, des solutions à long terme, à moyen terme, à court terme. C'est les thèmes. Les jeunes veulent savoir. Vous avez élu le président de la République qui a investi du pouvoir du peuple. Maintenant, il nomme d'autres citoyens qui sont à leur tour investis du pouvoir de l'État, c'est-à-dire les membres du gouvernement, qui devraient donc implémenter les politiques telles que définies par la politique générale du président lors de son discours inaugural à l'Assemblée nationale. Quels sont les secteurs prioritaires qui devraient faire l'objet de l'attention du gouvernement aujourd'hui? Vous avez le monde de l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez la pêche, vous avez même de nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous savez que nos universités sont de plus en plus professionnelles. Oui. D'abord des universités thématiques, aujourd'hui avec le statut étudiant-entrepreneur de par la loi du 15 juillet, je pense, du 25 juillet 2023, portant orientation de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Vous demandez que les jeunes aient des financements, ils montent des projets, ils aient des financements, qui développent des projets qui auront des financements. Quels sont des secteurs qui devraient être portés par le gouvernement aujourd'hui pour mieux aider ces jeunes à court, à moyen et à long terme? Les premières solutions aussi, je dirais toujours, lorsqu'on parle de les premières solutions devaient être des solutions à court terme. Ça veut dire étaler sur 12 mois, de 6 à 12 mois. Parce que quoi qu'il arrive, lorsque
où vous apportez une solution d'ici à 12 mois. Au 12e mois, vous faites une évaluation et vous faites une correction des stratégies déjà mises en place. Et à court terme, les solutions sont simples. Il s'agit de lancer des grands travaux infrastructurels qui sont capables de résorber un certain nombre. Il s'agit aussi d'encourager les PME, les PME créateurs d'emplois qui peuvent aussi résorber à court terme. Et il s'agit aussi un peu aussi de créer par exemple des zones industrielles spécialisées dans les métiers comme le tourisme, comme je dirais, le tourisme, les nouvelles technologies là-bas. Vous pouvez résolver un très grand emploi. Il s'agit ici de développer les secteurs comme l'aquaculture, où là ça peut créer de l'emploi, puisque vous avez les cycles de 6 mois. En 6 mois, l'agriculture, vous avez 6 mois. Donc à ce niveau-là, je crois qu'en faisant un peu ces politiques composites-là, vous êtes capable de dire qu'en un an, quand on va faire l'évaluation, vous aurez créé à peu près 10 000 emplois. Là, vous savez, si vous allez dans un cycle de 10 000, au bout de 5 ans, vous aurez créé 50 000. Ça, ce n'est que dans le secteur privé. Mais dans le secteur public, on va dire, on va prendre en masse, on peut lancer les recrutements encore qu'on a eu avec les 25 000, les 12 000. Donc, à court terme, nous pouvons résorber à peu près, si vous prenez 15 000 qu'on peut recruter comme dans la fonction publique, 10 000 qu'on peut créer au niveau du secteur privé, élargi, vous avez 25 000. Cette politique-là fait de façon continue pendant les années. Au bout de 5 ans, nous aurons 50 000. Donc, le problème, c'est mettre en place des politiques, les évaluer et faire les politiques stratégiques au bout de l'année. C'est pourquoi je dis que les politiques doivent être des politiques à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce qu'il ne peut pas y avoir de moyen terme s'il n'y a pas de court terme. Donc on attendra dès que le signal sera lancé. Donc on essaye un peu de s'échanger. Sur cette question, le gouvernement et les jeunes se jettent l'anathème. Les jeunes disent généralement que, bon voilà, il y a des projets qui sont lancés. Ils montent des projets et qui ont besoin des financements. Des jeunes qui disent également qu'ils montent des projets, mais les financements ne suivent pas. Parfois, ils finissent de monter des projets, il n'y a pas de financement. Le gouvernement, de son côté, qui dit avoir financé certains jeunes, mais une fois l'argent reçu, ces derniers prennent la route du Canada, d'autres pays également, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont reçu leur a servi de capital voyage, le billet d'avion pour partir. Quels conseils pouvez-vous donner au gouvernement pour mieux encadrer ces jeunes-là et quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes pour mieux bénéficier de ces financements qui viennent du gouvernement? Parfois, on parle également de la maturation des projets. Le projet qui n'est pas maturé ne saurait bénéficier d'un financement. Je dirais ici, il s'agit de quel type de politique est mise en place. Est-ce que nous mettons une politique sociale, ça veut dire une politique d'aide? Parce que lorsqu'on vous aide, vous n'êtes pas vous-même engagé, vous dites c'est comme si c'était un don. Et la plupart du temps, les programmes qu'on a eu pour les jeunes, c'est un programme social. Vous n'allez pas dire quelqu'un qui sait qu'il a reçu mais il n'y a rien à faire. Ça ne va rien produire comme résultat. Programme d'appui pour la jeunesse urbaine et rurale. Oui, ce n'est pas l'emploi qu'on crée là. Nous créons des gens que nous mettons sous perfusion. Comme j'ai vu là, on dit qu'on parle de les motos. Lorsqu'on demande à un jeune de les motos, en plus, la voiture, le coin, nous devons arriver à faire des jeunes entrepreneurs qui font de l'économie de production. Comme on dit, même si devrait d'abord accompagner même déjà ces jeunes à créer déjà des entreprises parce que vous ne pouvez pas avoir un financement d'une banque si vous n'avez pas déjà une entreprise. Oui. On l'accompagne. Et c'est vrai, des mesures ont été prises en créant le centre de création d'entreprises qui est situé au niveau de Yaoundé, au niveau du collège de la retraite. Oui, centre de formalité de création d'entreprise.
Voilà déjà une mesure phare. Mais il faut donc amener ces jeunes-là, déjà à créer ces entreprises, des salles, unipersonnelles ou avec plusieurs associés. Et après avoir donc créé cela, on peut donc les amener à les aider à maturer leur projet. Lorsque leur projet est mature, ils peuvent bien bénéficier d'une partie de l'accompagnement du gouvernement. Lorsqu'on aide quelqu'un à 100%, ce qu'on a reçu gratuitement, on dépense ça facilement. Ils doivent pouvoir s'approprier leur projet. Lorsqu'ils sont déjà appropriés cela, autant les appuis de l'État peuvent aussi aider, autant maintenant les banques commerciales peuvent apporter les gains complémentaires pour réaliser le projet. D'accord. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont capables de relever ce défi-là? Je rappelle que le Cameroun est sur la voie de l'import-substitution. C'est-à-dire qu'il va falloir produire, il va falloir importer moins de ce que nous sommes nous-mêmes capables de produire sur place. Est-ce que les jeunes peuvent relever ce défi, équilibrer cette balance-là d'importation aujourd'hui qui semble dominer? Si ces jeunes peuvent déjà s'acheter une moto, ça veut dire qu'ils peuvent créer une société. Avec une somme de 200 000. Mais une moto, c'est 500 000. Ah oui. Mais ils font des projets, ils montent des projets pour bénéficier de 5 millions, 6 millions, 10 millions, 4 millions. Une entreprise pour la créer, c'est combien? C'est 50 000. Bon, un établissement, c'est encore moyen. Oui. Ils seront beaucoup plus ambitieux. Il faut créer des salles. C'est les mêmes 500 000. Et lorsque vous avez déjà créé cette entreprise-là, vous pouvez déjà être un interlocuteur valable, autant pour un certain niveau d'accompagnement de l'État que des banques commerciales. C'est comme on dit que vous voulez entrer dans une grande école, mais vous ne déposez même pas le dossier. La première des choses, d'abord, ils ont que devenir des entrepreneurs. Et pour devenir des entrepreneurs, vous devez avoir une entreprise, image puis identifiée. Et là, vous devez des interlocuteurs déjà valables. C'est là qu'on parle de la compétition. Et ces jeunes ont besoin de cet accompagnement-là, de comprendre que voilà les préalables. Voilà pourquoi lorsqu'on entend qu'il y a des subventions, savoir c'est que c'est. Parce qu'on dit que oui, on veut bien vous donner. On vous donne sur quelle base? Donc au-delà de ce sont ces accompagnements déjà structurels qu'on devrait y faire comprendre aux jeunes. D'accord. Est-ce qu'ils sont donc aujourd'hui, quand on essaye d'interroger ces jeunes-là, est-ce qu'ils reçoivent ce discours qui vient du gouvernement de la République? Il faut évoluer, il faut virer vers le taux emploi. On veut créer des emplois. Nous-mêmes en tant qu'employeurs, voilà, nous-mêmes en tant qu'employeurs, peut-être aussi être employés quelque part parce qu'on a créé l'emploi de ce côté. Est-ce qu'ils n'ont pas des discours qui rentrent dans ce qu'ils ont vu par le passé? Nos parents étaient des fonctionnaires. Est-ce qu'ils n'ont pas un discours bureaucrate? Bon, on rêve de l'ENAM, on rêve de l'école normale, on rêve de l'IRIC et autres là. Je dis que ce sont des discours, lorsqu'on a encore 22 ans, 24 ans, on ne connaît pas encore la vie. On ne connaît pas encore la vie, mais avec le temps, on dit, et avec l'exemple qu'on voit en Afrique de l'Ouest, où on avait certains de nos autres frères qui sont engagés dans l'entrepreneuriat, un bon entrepreneur bien organisé ne rêverait jamais de devenir fonctionnaire. Ah bon? Oui. Mais il y a des jeunes à qui vous pouvez demander de faire un choix entre se lancer dans l'aquaculture et entrer très rapidement à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Ils ne vont pas réfléchir. Ils iront directement à l'ENAM. Lorsqu'on est jeune, d'une certaine tranche, oui. Parce que quand je parle des jeunes, si on va on va jusqu'à l'âge de 50 ans ou l'âge de 60 ans, il est normal de rêver des facilités, des solutions rapides. C'est tout à fait normal, on dit souvent c'est de notre âge. Mais avec le temps, je dirais que bon, un bon capital, et puis je ferais mieux mon aquaculture que d'entrer là. Si j'ai les possibilités d'avoir du capital. Est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec ces jeunes? Quels sont vos rapports? Est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec ces jeunes sur ces questions-là? Peut-être même dans des rencontres politiques. J'ai eu
Non seulement dans les rencontres politiques, mais aussi dans les rencontres pratiques en matière de développement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été élu dernièrement président régional de l'interprofession aquacole. D'accord. Pour la région du centre. Interprofession aquacole, président régional. Oui, oui. Où nous travaillons avec les délégués des 10 départements. Et Minépia. Oui, oui. L'interprofession aquacole est accompagné par le Minépia. Même M. le ministre lui a dit que M. le sénateur, faites en sorte qu'on sorte de l'aquaculture sociale à l'aquaculture de production. Nous voulons entrer dans l'économie de production. Et pour qu'on entre dans l'économie de production, il faudrait que nous ayons des entrepreneurs aquacoles. Oui. Et une entreprise aquacole, comme on dit, c'est une salle. Oui. Qui peut autant bénéficier du soutien de l'État que du soutien des banques commerciales. Nous sommes en négociation maintenant avec la banque des PME Suisse-Fait. Nous sommes obligés de mettre tous nos différents aquaculteurs. Hier, j'ai tenu une réunion à propos. Et dit non, allez créer des salles. Parce que si vous voulez bénéficier des crédits qui sont autorisés par l'État ou par la banque, vous devez être des salles, vous devez avoir des business plans. Nous sommes ensemble, vous allez travailler. Et c'est là et la productivité va aller. C'était avec des GIC, c'était avec des CID, dit non, non, non. Au bout de 1 heure, 2 heures de temps de travail, que nous avons eu avec tous ces délégués départementaux de la région du Centre, nous avons chacun pris la résolution d'aller créer sa salle. Parce qu'ils ont compris le bien fondé d'avoir une entreprise assise, reconnue. Certains ont d'abord proposé de ne pas transformer leur GIC en scope. Dit non, non, ça ne sert à rien. Vous devez mieux entrer directement dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est beaucoup plus productif. D'accord. Ceux qui veulent créer, ce qu'ils veulent faire dans l'aquaculture aujourd'hui, est-ce que vous qui êtes président de l'interprofession, vous avez dit interprofession aquacole dans la région, pour la région du centre. Pour la région du centre, est-ce que vous disposez des terres vous permettant de mener ces activités-là? Vous avez parlé de 10 départements, les 10 donc contre la région du centre. On ne va pas entrer dans les arrondissements parce que c'est tout le monde qui veut être invité au banquet de la croissance. C'est-à-dire que tout le monde veut faire partie du projet. Ça fait 10 départements, ça fait plusieurs arrondissements. Oui. Ça se passe comment? La politique générale de l'aquaculture que Madame la Présidente de l'interprofession et le ministre de l'élevage pour moi ici, non seulement nous allons développer l'aquaculture familiale, ce que nous faisons d'habitude, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas de ferme aquacole au Cameroun. Il n'y en a pas. Tout le monde se débrouille. Parce que l'aquaculture de production intensive se fait dans le... Ainsi, nous avons, en dehors de l'aquaculture, il pourrait dire familiale, l'aquaculture sociale, qu'on fait déjà, à travers les petits étangs. Voilà. Nous allons identifier les 3 grands bassins dans les régions du centre que sont le Nyong, le Mbam et la Sanaga. Oui. Et voir comment monter des projets qui va intégrer tous les différents jeunes volontaires entrer dans ces bassins-là, ou à faire de l'aquaculture avec des cages flottantes à l'intérieur de ces rivières, de ces fleuves, lorsque toutes les études seront montées. C'est vers là-bas que nous voulons migrer progressivement pour voir véritablement inverser la courbe de l'importation. Et là, vous travaillez en étroite collaboration avec les services du ministère des Domaines. Oui, oui. C'est les affaires foncières. Oui, dernièrement, le ministre des Domaines a demandé au préfet de la Fafamba de nous octroyer, nous avons un projet de développement à la vallée d'Union, des terres, parce que je voudrais revenir, vous savez bien que les marécages et les fleuves, ça appartient à l'État. À l'État, oui. Ils sont des zones accessibles. Donc rien qu'à partir de ces bordures-là et les ouvres de terre qu'il a demandé qu'on nous octroie, ça permettra déjà de pouvoir installer les aquaculteurs, de pouvoir commencer là, jusqu'à ce que les négociations se terminent, parce qu'on ne peut pas faire l'aquaculture sans l'agriculture, puisque c'est du maïs, c'est du soja, mélanger tout cela, qu'on va écraser pour faire l'aliment pour nourrir les poissons, dans tous les 2 activités. Vous voyez donc que ce secteur, rien qu'avec ça, si vous installez par bassin même 50 aquaculteurs, si chacun emploie même 3,
multiplié par 50. Voilà l'effet multiplicateur. Oui, ça fait 150 emplois créés. Ouais, si ça fait 150 emplois créés, ça veut dire autant, ainsi de suite. Donc un secteur comme celui-là, bien développé, pas 150, 150 entrepreneurs. Et chaque entrepreneur peut créer autant d'emplois. Donc c'est là que disent, c'est des secteurs... Chaque emploi peut nourrir des familles. Peut nourrir et ça va aussi créer maintenant une très grande zone, dans ces bassins-là, des nouvelles villes, des nouveaux services pourront être créés, une activité économique, des activités économiques connexes qui pourront... Donc c'est vers là un peu que nous réfléchissons pour l'instant. Et pour les thèses, ça va. Le gouvernement nous accompagne, là toujours accompagné. Bon, maintenant, comment faire comprendre aux populations que c'est utile pour eux, c'est bien ici. Bon, je crois qu'avec beaucoup de dialogue et de négociations, nous y parviendrons à court terme. D'accord, le gouvernement qui vous entend et qui vous regarde donc, nous avons le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Dr Taïga, oui, qui est bien ancré justement dans cette profession. On a vu, il est allé inaugurer il y a quelques jours un étang de poisson du côté d'Etaka. Là, c'est une localité du ressort territorial de la commune de Monatélé. Et également, bon, le ministre des Domaines certainement également est à l'écoute pour ce qui est de la multiplication de ces initiatives. Espédi Bingono, quel rapport avez-vous avec les principales autorités politiques du département de la Mefoué à Famba, vous qui êtes jeune? Je voulais dire ici, le RDPC est un parti organisé, un parti structuré, avec une hiérarchie bien précise. Et le fonctionnement, c'est là. Voir ma qualité de petit vieux policier, puisque j'ai fait de métier déjà depuis plus de 20 ans. Les rapports sont des rapports hiérarchiques, des rapports de collaboration. Et je crois jusqu'à ce jour, cela se passe sans problème. C'est pas comme ailleurs, on dit on ne veut pas tel, on ne veut pas X, on ne veut pas Y. Puisque j'aime toujours parler de façon vulgaire, les couloirs ont été aménagés pour tout un chacun. Chacun a un rôle bien précis. Je vous prends par exemple au niveau de la mort femme. Nous avons un chef de la délégation départementale qui joue le rôle de coordination administrative des différentes, du fonctionnement des différentes sections. Les présidents des sections, eux qui animent le parti à la base. Et jusqu'à ce jour, cela a toujours bien fonctionné parce que chacun restant dans les domaines de prérogatives. D'accord. On va repartir du côté, on va aller du côté de la régie, on va prendre une photo. Le patron, le réalisateur va afficher une photo à l'antenne, une photo d'un membre du gouvernement, ministre de la République, et puis vous me direz ce qu'il représente pour vous. La régie va afficher cette photo à l'antenne. Je rappelle que dans la Mefoué à Famba aujourd'hui, voilà, lui, c'est le ministre... C'est le ministre du Commerce, Luc Magloire Baratana, oui, chef de la délégation départementale. C'est vrai qu'on aurait bien voulu qu'il soit présenté avec des attributs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, parce que je sais que c'est lui qui conduit le RDPC dans ce département. Ça lui colle, ce poste lui colle à la peau depuis la création de la délégation départementale. Oui. Il a été l'unique et le seul jusqu'à ce jour. Oui. Donc, avec ou sans tenue. Il faut que la photo soit affichée à l'antenne. Hein. Qui est-il pour vous? Il représente qui ou quoi pour vous en tant que jeune politique dans la Mefoué à Famba? En tant que jeune politique, je dirais ici que mes attributs politiques, j'ai commencé à prendre des postes politiques, ont commencé avec lui. Oui. Et aujourd'hui, je dirais que arrivé là où je suis, commencer avec lui, en dehors du président Paul Biya, au niveau de la base, je lui donne. Au niveau de la base, c'est lui votre... Oui, la base, c'est lui. Il est quel? C'est un père fouettard en politique quand on a dérangé
ou alors, comme vous l'avez dit, chacun reste dans son couloir? Comme il dit, il organise et met chacun devant ses responsabilités. S'il y a des problèmes, il essaye de recadrer parce que l'essentiel ici, c'est de toujours garder la ligne de conduite pour maintenir que le parti reste toujours, continue à voler de victoire en victoire. Je rappelle que chaque fois qu'on évoque le nom du ministre Luc Magloire Mbarga Tangana, vous dites toujours qu'il vous est une personnalité chère, oui, dans le département de la Mefouille-Afamba pour ce qui est de ce terrain politique et même d'encadrement des jeunes. On va poursuivre. Quel rapport avez-vous avec les jeunes de votre village? Votre village, c'est où? Mon village, c'est un Kilzok. Un Kilzok? Oui. Ah, un Kilzok. Quand on parle de Kilzok, on... Pas un Kilzok du côté du sud. Je comprends. Un Kilzok, on fout, parce qu'il y a deux. Oui, on pense à justement à certaines personnalités de ce côté-là, l'ancien douanier, justement. Alors, quel rapport avez-vous avec les jeunes de votre village, les jeunes de votre quartier? Êtes-vous ce frère, ce voisin qui passe et monte ses vitres fumées? Les jeunes, lorsque vous êtes un politicien qui a été formé depuis la base, vous ne pourrez jamais montrer être ce voisin-là, cet ami, ce père qui monte les vitres fumées. Parfois, il nous arrive même de marcher à pied en culotte tout au long, parce que c'est ce contact humain-là qui permet de garder la flamme toujours allumée avec notre électorat. Ça veut dire que vous échangez, vous arrêtez, vous échangez avec des jeunes, ils viennent chaque fois vous voir à la maison, au quartier, au village, quand vous arrivez? Ça a toujours été ainsi et ça restera toujours ainsi. D'accord. Dans plusieurs discours du chef de l'État, il encourage les jeunes à aller vers les métiers de la terre. Il a toujours dit la terre ne trahit pas. En dehors de votre casquette d'homme politique et peut-être au service que vous rendez à l'État du Cameroun, quels sont vos rapports avec la terre? Vous êtes un agriculteur? Hippolyte, je dirais que je n'ai jamais passé une année sans aller à la terre. Jamais passé une année. Ça veut dire que j'ai toujours des tranches. Si une année passe sans que je ne plante 1 ou 2 hectares de quelque chose, c'est que ce n'est pas une année. Parce que j'ai toujours dit que nous qui sommes sortis, nous les broussards, on s'appelle chez nous vulgairement, on nous appelle les forestiers. Oui. Il n'est pas normal que nous achetons du plantain, achetons du manioc. Ah, c'est ça. Mon père rentrait toujours à la maison, comme il était militaire. Il finissait son service le vendredi soir, il venait au village. Et comme il n'avait que 2 jours, le samedi et le dimanche, nous travaillons le samedi et le dimanche, nous allons toujours au champ. Oui. C'est avec ça que nous avons grandi. Pendant que d'aucuns vont à l'église, nous partons au champ. Puisqu'il n'avait que 2 jours. Oui. Il y avait le vendredi. Donc c'est cette culture-là que... C'est vrai que papa, la suite, j'étais surpris. Lui, il me parlait au champ, après il m'a renvoyé au séminaire. Sans pôle, où on priait tous les jours. Mais donc, ce qui fait que l'agriculture, pour moi, c'est vrai que c'est difficile. Quand vous ne suivez pas vous-même au quotidien votre champ, les déperditions sont assez grandes. Parce que l'agriculture demande un contact permanent. C'est vrai qu'on va demander à la régie d'afficher l'une de vos photos à l'antenne. Hein. Oui. Vous êtes peut-être dans l'une de vos plantations. Ils ont fait des recherches, ils sont tombés sur ces informations-là. Justement, vous êtes un agriculteur. Voilà, ça c'est... Il s'agit de l'une de vos photos. Hein. Ah oui. Ouais, vous êtes dans vos plantations. Là, ça c'est où là? Là, ça... Et ce, 2015. 2015-2016. Et ce 2015-2016. Oui, j'avais fait à peu près une vingtaine d'hectares de bananiers plantés sur cacao. Ah, d'accord. C'est difficile. D'accord. La route était difficile. C'était pas goudronné. Oui, et aujourd'hui, la route... Et maintenant, quand vous reprenez cette même route, mes champs sont à 25 minutes. À 25 minutes de Yaoundé. Avant, c'était un calvaire. Je rappelle que le chef d'État a demandé le bitumage de l'axe Hawaï, soit passant par ici. C'est l'une des plus grandes réalisations pour la Mova Famba. La route
pour surtout ceux qui ont vécu ce calvaire comme moi. Quand vous passez par maintenant, il y a soit et ce, ou alors et ce, soit. Bon. D'accord, d'accord. Et c'est vrai qu'il nous reste que quelques minutes à passer ensemble, environ 5 minutes. Oui. Il y a une autre image là, je pense des goyaves. On a vu dans vos plantations, et également, je pense qu'ils ont vu dans vos plantations ces goyaves. Est-ce que vous faites dans la culture du goyavier? Voilà, toujours dans vos plantations. Non, là, vous savez que lorsque vous mettez le cacao, vous associez avec des arbres fruitiers. Oui. Ce sont certains arbres fruitiers du champ que nous avons. D'accord, ça veut dire que en dehors de votre casquette politique et votre action pour l'État du Cameroun, vous êtes un agriculteur. Vous êtes sur la trajectoire voulue par le chef de l'État pour ce qui est de la terre, qui ne trahit pas. Alors, Expédie Bingono, plusieurs jeunes ont été instrumentalisés ces dernières années, et ça sur le terrain politique. Quel message pouvez-vous leur envoyer ce soir en tant que jeune qui est un modèle pour la jeunesse camerounaise? Le message que je voudrais envoyer aux jeunes, c'est de continuer à croire, de travailler d'abord par eux-mêmes, d'être chercher par tous les moyens à être eux-mêmes des entrepreneurs, des créateurs d'emplois. C'est vrai que c'est difficile. Quelqu'un va dire que je n'arrive pas à manger, mais je crois que si nous comptons le nombre de motos que nous voyons là dehors, vous savez qu'une moto de 500 000, Oui. ça peut déjà être un début de création d'entreprise. Maturer les projets. Ça sera certes difficile, ils vont dire que parce que vous l'avez, mais je crois que si ce capital qu'on met pour la création d'une moto, pour l'achat d'une moto, pour l'achat des papiers, on prend ce capital pour créer une entreprise, pour créer ce faut l'achat, ça réduirait beaucoup plus le chômage des jeunes, qu'ils soient même les créateurs d'emplois, les auto-employeurs. Avant, maintenant, mais on ne dit pas de ne pas aller chercher au travail ailleurs. Mais lorsque vous cherchez au travail ailleurs, c'est pour devenir vous-même des entrepreneurs. Et le message pour ce qui est de la préservation de la paix dans notre pays, on a vu ces derniers temps des cas au lendemain de la proclamation des résultats, au lendemain même de l'élection, au lendemain de la proclamation des résultats, des jeunes qui ont investi des rues. Quel message pouvez porter à leur endroit? Pouvez-vous porter à leur endroit? Il est nécessaire de continuer à préserver cette paix-là parce que ces cas que l'on a fait, ce sont ces mêmes jeunes qui vont au chômage à nouveau. Ce sont des jeunes qui y travaillent. Donc la destruction n'entraîne que désolation et augmente même les souffrances des populations. Donc il est mieux de préserver les acquis et demander plus pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à nous. D'accord, c'est le message de fin d'Expédie Bingono. Je rappelle que vous êtes homme politique et surtout sénateur suppléant de la région du Centre, originaire du département de la Mufouya-Famba. Merci d'avoir accepté notre invitation à Deguès ce soir. C'est moi qui te remercie, M. Hippolyte. Merci. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. L'émission passée en direct sur notre page Facebook. Samedi prochain, sans doute, est un autre jour. Restez sur les programmes de Cam10 Télévision. Bonsoir.